Ah oui, non, mais le discours, de toute façon, moi, le grand bonheur que j'ai de faire des films, au-delà de pouvoir faire mes films, c'est quand même aussi d'embaucher 300 personnes sur un projet. Et ça, je veux dire, c'est des gens qui sont payés. C'est comme si on était à la tête d'une petite entreprise pendant un temps défini, mais pendant un an, je fais travailler des centaines de gens. Et ça, c'est un truc hyper gratifiant aussi, quoi. Vous écoutez Tam Tam, on part sur un événement atypique à Toulouse. C'était en septembre, se tenait le Fifigro. Jean Dujardin en était le dictateur et Sébastien Marnier, jeune réalisateur talentueux avec carte blanche. Parmi beaucoup, ils étaient là, ils font la culture. Et c'est ça le Fifigro, un beau bordel de culture. Et c'est tellement agréable. Je vous retrouve devant une salle du cinéma ABC au 3e étage pour Les Noces Rouges, film de Claude Chabrol. C'est parti pour un gros tam-tam. Premier épisode avec Sébastien Marnier, carte blanche au Fifigro. On rentre dans la salle. Voilà. Et Chabrol, ça se voit pas comme ça en fait. C'est ça qui est intéressant chez lui. Je trouve c'est que mine de rien comment il s'approche de grands metteurs en scène comme Hitchcock et tout ça, mais sans l'espèce de virtuosité, je trouve qu'on peut avoir chez ses maîtres et tout ça, quoi. Mais comment elle arrive à faire vraiment presque comme un précurseur en fait vraiment du film de genre français, très particulier, très provincial. Et celui-là, je l'aime beaucoup. Les Noces Rouges, c'est pas le plus connu, mais qui s'inscrit vraiment dans un moment assez hystérique de son travail, en fait, parce que c'est un moment où il est le plus prolifique. Et c'est un moment spécial, vraiment, surtout en 6 ans, enfin en 5 ans, en fait, il fait quand même pour moi 5 très grands films, qui commencent déjà par Les Biches en 68. Après, il y a La femme infidèle et Le boucher en 69. Après, il y a juste après la nuit, il y a aussi Que la bête meurt et Les Noces Rouges qui clôt un peu ce qu'on appelle du coup sa période pompidolienne en fait. Et je pense que vraiment l'arrivée de Pompidou a provoqué chez lui quelque chose de très une grande réaction épidermique, j'en sais rien, mais en tous les cas c'est vraiment un moment, c'est assez drôle dans l'histoire aussi du cinéma que ça soit vraiment lié cette période en fait à une période politique extrêmement restreinte. Et là, il s'en donne vraiment à cœur joie. Donc là, c'est un vrai jeu de massacre qui commence à peu près comme tous les films de cette époque. Vous allez voir vraiment par une succession de plans comme ça sur une ville typiquement française où déjà dans les 4 premiers plans, on sent l'ennui poindre à chaque coin de cadre. Et on avance toujours vers une fenêtre où on va du coup aller découvrir les protagonistes qu'on va suivre. Et là, ouais, c'est vraiment un jeu de massacre qui est très effrayant en fait. Je trouve que c'est vraiment un film qui fait vraiment peur par moments. Bon, ça, je ne veux pas trop vous raconter et tout, mais des moments vraiment de grande violence. Il y a aussi, donc, c'est l'histoire de 4 personnages. Donc, il y a surtout en plus un casting assez incroyable. Donc, évidemment, Stéphane Audran. Du coup, j'ai recalculé du coup avant de venir et tout. Ils ont quand même fait 22 films ensemble et je crois que c'est vraiment unique en fait dans l'histoire du cinéma en fait d'en faire autant. Même après, quand ils ont plus été ensemble, ils ont continué à travailler. Et donc Piccoli qui joue l'amant de Stéphane Audran du coup, donc l'histoire de Lucienne et Pierre, et donc le mari de Stéphane Audran qui est joué par Claude Pieplu qui est assez impérial. On a vraiment des dialogues vraiment aux petits oignons qui pourraient être du Audiard par moments, qui sont vraiment savoureux. Et puis aussi donc Clotilde, la femme de Pieplu, de Piccoli, qui est un personnage assez important. Et ce qui est toujours intéressant, c'est Chabrol, en fait, c'est comment là aussi il empoisonne en fait du cinéma traditionnel classique français par par des pulsions de mort, de désir, la relation adultère. C'est vraiment 5 films en fait qui sont presque des variations sur l'infidélité, sur le vaudeville et tout ça. Mais Chabrol, lui, il est toujours du côté des salauds. C'est ça qui est assez passionnant, c'est ce qui est très troublant dans le film. Et voilà, il y a des trucs d'une ironie vraiment qui sont hilarantes. Enfin, vous allez voir, il y a un conseil municipal qui est vraiment génial sur la jeunesse. Vous verrez toute l'ironie qu'il y a dedans. Tout ça sous le regard de Pompidou, justement. Et puis des petits plans aussi d'une époque, en fait, comment en un seul plan, vraiment la mise en scène est extrêmement brillante. Vous allez voir, il y a une scène au bord d'un lac, qui a un plan séquence d'un lac ou d'une rivière, je ne sais plus exactement, mais un plan séquence qui est assez magistral. Vous allez voir comment la fille de ce couple se positionne toujours entre eux. Enfin, c'est vraiment
C'est vraiment très très brillant et en même temps, comme en un seul plan, il arrive à rendre ridicule tous ces bourgeois, comment ils filment justement. Ils sont au volant de DS de l'époque. Bon, d'un seul coup, ils sont hyper contents d'être dans leur DS avec les amortisseurs qui se relèvent et ils sont vraiment pathétiques. Et non, franchement, voilà, il y a des gens qui l'ont déjà vu ou pas? Bon, vous? Et ben voilà, je sais pas trop quoi dire de plus, quoi, mais bonne séance. Bonne introduction. Ouais. Je vais regarder tout début parce que c'est trop beau. Et la musique de Janssen qui est fabuleuse aussi. Ouais. Allez, je vais leur dire de lancer. À ta place, je prendrais des nourritures un peu plus solides. Tu as du poulet froid dans le frigo. Donc moi je suis Sébastien Marnier, du coup j'ai réalisé 2 films de long métrage et un documentaire et donc les 2 premiers films étaient Irréprochable et L'heure de la sortie qui est sorti cette année du coup, et donc oui c'était la première fois qu'un festival me proposait à la fois de passer tout mon travail en fait les uns à la suite des autres, inviter en plus les musiciens avec qui je travaille du coup pour organiser ce qu'on a fait aujourd'hui, une petite masterclass en fait sur notre travail, comment on travaille nous en tant que metteur en scène avec des musiciens en fait. Et puis aussi c'était la première fois qu'on me donnait une carte blanche de choisir un film en fait que j'aimais beaucoup et que j'avais envie de faire découvrir aux spectateurs en fait. Et on termine le séjour par un DJ set des musiciens, donc on avait un emploi du temps assez chargé et ça c'est chouette, c'est super. J'étais jamais venu, donc du coup j'ai eu assez peu de temps de découvrir, mais c'est vrai que moi je connaissais un peu le programmateur du festival, qui m'avait dit déjà à plusieurs reprises qu'il aimait bien mon travail. Après, c'est un festival qui correspond bien aussi à mon travail, même si le film il a fait déjà, lors de la sortie, il a fait une 60aine de festivals à travers le monde et tout ça. Là, c'est aussi une manière de terminer aussi un peu cette aventure dans un festival un peu qui n'est pas aussi poussé que l'étrange festival, mais en tous les cas qui veut bien mettre aussi, qui met en avant aussi des cinémas un peu plus hors des cases, un peu plus loin des sentiers battus en fait, quoi. Donc évidemment que nous on se sent notre place ici, quoi. Donc voilà. Mais après c'est vrai que j'ai eu très peu l'occasion de voir en fait même d'autres projections et même l'ambiance du festival, je l'ai pas encore complètement ressenti en fait. Tout à fait. Moi je m'occupe, j'écris les scénarios des films et je les mets en scène. Et moi je demande du coup avec ce groupe de musique qui s'appelle Zombie Zombie de travailler avec moi et de créer une œuvre complète pour mon film. Donc c'est ça qu'on est venu aussi raconter au public aujourd'hui en fait, quoi. Et c'est quoi le chemin d'un réalisateur, justement, parce que là on parlait des festivals, on parlait c'est quoi, si on peut rentrer un peu dans le parcours d'un réalisateur? Il n'y a pas de parcours typique de mise en scène. Après on a tous des parcours effectivement différents. En tous les cas le mien, moi j'ai toujours voulu faire du cinéma depuis que je suis petit. Et moi, je suis passé plutôt par une phase en fait de beaux-arts où j'étais plutôt du côté de la peinture pendant un long moment. Et après, voilà, j'ai réintégré une fac de cinéma. Et après, j'ai commencé à faire des courts-métrages, à écrire beaucoup. Et voilà, les choses se sont mises en place au fur et à mesure. C'est un travail pour faire un premier long-métrage quand même de longue haleine, puisque j'ai attendu un peu plus de 10 ans avant de faire mon premier film. Donc c'est un état d'esprit aussi de s'accrocher, d'être sûrement extrêmement prétentieux aussi, de dire que moi j'ai le droit de faire des films en fait et de réussir à convaincre des gens que je peux être un réalisateur. Voilà, après chaque parcours, il y a aussi évidemment des écoles de cinéma plus poussées. Moi, c'est vraiment été surtout sur le tas en fait, quoi. Et moi, je suis la preuve aussi que c'est possible de faire des films parce que je viens du 93, de la Cité 4000 et que je connais absolument personne dans ce milieu-là.
et que c'est justement ces 10 ans d'apprentissage sont jonchés de rencontres qui vont nous aider, qui vont nous apprendre des choses en fait, quoi, et qui vont progressivement nous faire rencontrer les bonnes personnes, quoi, pour faire un premier film. Est-ce que les moyens techniques ont aidé, les nouveaux moyens techniques, les nouveaux supports pour se lancer, l'économie justement, que ça coûte un peu moins cher, que c'est plus facilement diffusable par des nouveaux canaux? Il y a effectivement des nouveaux moyens de faire des films. Moi, en l'occurrence, ça n'a pas été le cas, puisque moi, c'est des films faits de manière classique, en fait, avec un financement classique. Alors le CNC en l'occurrence non, mais avec des chaînes, avec des capitaux privés. Mais après, voilà, ce qui juste change par rapport à Chabrol à l'époque, c'est effectivement qu'on tourne plus en pellicule, qu'on tourne en numérique, ce qui nous permet sûrement d'aller plus vite par endroit, mais je suis même pas sûr. Ce qui change beaucoup, c'est effectivement surtout quand le film est terminé, sur la diffusion des films, où il n'y a plus les bobines de films, mais finalement après, sur certains films, évidemment, qui sont encore plus complexes, encore plus marginaux et tout ça, on peut faire des films avec 3 francs 6 sous aujourd'hui, et c'est vrai. Ce qui était déjà le cas aussi à l'époque, hein, mais aujourd'hui, on peut aussi faire un film si on veut. Il y en a qui sont sortis au cinéma, qui sont faits à l'iPhone, et ça peut être hyper intéressant aussi. Il y a vraiment des moyens, en tous les cas. Il y a sûrement plus de moyens aujourd'hui de contourner certaines règles établies, ce qui n'a pas été mon cas. Mais c'est possible, ouais. Alors les réseaux de distribution, enfin d'exploitation déjà en salle, en fait, ça c'est une période pas si simple. Donc du coup ça c'est compliqué. Après les modes de diffusion, non, en fait ça en fait nous on est, je sais pas comment dire, mais nous on est sur de toute façon une fabrication de films classiques, donc il va passer d'abord sur Canal+, après à la télé et tout ça. Sûrement que ce sont des choses qui vont vraiment changer dans les prochaines années. Mais après, en l'occurrence, c'est vrai que moi je connais des gens qui ont fait aussi des films avec une caméra à la maison et qui se disent ils veulent le mettre sur internet, c'est possible et tout ça, ce qui n'a pas du tout été mon cas, parce que moi j'ai un rapport très fétichiste avec la salle de cinéma encore, quoi. Donc nous on est dans un cas, même si nos films sont un peu déjà marginaux dans la famille du cinéma français, mais en même temps ils sont avec des acteurs connus, ils sont financés par des terrains, par des financiers. Non, pas le CNC. Alors après, on a des aides de CNC. Mais bien sûr. Non, mais après le CNC, ça dépend. Il y a plein de choses du CNC. Il y a ce qu'on connaît tous le plus, c'est l'avance sur recette. Donc ça, qui est une certaine somme d'argent, qui est conséquente. Mais ça, ils aident qu'une vingtaine de films dans l'année. Donc évidemment que la grande majorité des films sont pas faits avec l'avance sur recette. Après, il y a aussi plein d'autres guichets au CNC, dont moi j'ai bénéficié par exemple, que ce soit l'aide à la création musicale, que ce soit l'aide à la création des effets spéciaux par exemple, dont j'avais besoin sur mon deuxième film. Et puis par exemple sur le premier film, j'ai pas eu l'avance sur recette avant réalisation, mais j'ai eu l'avance sur recette après réalisation. C'est-à-dire une fois que le film était terminé, ils nous ont donné une aide en fait qui nous a aidé à finir le film, en fait, à financer toute la post-production du film, qui est moindre que l'avance sur recette, quoi. Voilà, exactement. Ouais. L'arrivée de gens comme Netflix, est-ce que ça, c'est une aubaine, ou même si vous bossez dans un milieu plus traditionnel, hein, j'ai bien compris, mais est-ce que c'est une aubaine, tous ces Amazon, Netflix qui rentrent dans ce circuit de diffusion? C'est un débat un peu complexe, c'est-à-dire que c'est à la fois une aubaine parce que ça crée évidemment des nouvelles fenêtres pour ce qu'on fait, et en même temps c'est aussi quelque chose avec lequel il faut être très vigilant, parce que c'est aussi ce qui peut aussi signer la mort de notre production française telle qu'elle est aujourd'hui. Après, il ne faut pas faire l'autruche et il faut faire avec, c'est-à-dire donc c'est aussi anticiper sûrement ce qu'on ne fait pas assez, de ce qu'on va être les grandes mutations de notre métier, en tous les cas dans les modes de diffusion et de financement. Après, sur les séries, c'est très différent. Moi, par exemple, je développe une série avec une plateforme. J'ai aucun problème, même politique, à faire ça, en fait, quoi. C'est-à-dire que de toute façon, une série n'a pas pour objectif, n'a pas pour finalité d'être diffusée dans une salle de cinéma. Donc ça, j'ai pas de problème avec ça. J'en ai pas comme si j'avais fait une série pour Canal ou pour TF1. Donc ça, j'ai pas de problème. Après, les vraies questions, c'est effectivement sur la fabrication des films, de films vraiment de fiction. Et moi, ça, c'est vrai que tant qu'on n'aura pas trouvé d'accord sur
le fait qu'on peut autoriser la sortie aussi en salle d'un film produit par Netflix ou par Amazon Prime ou maintenant après avec Apple, avec Disney, avec Ulule, toutes celles qui arrivent. Ça, moi, c'est simplement aussi un truc de frustration. Je serais trop malheureux qu'un film que je fais pour le cinéma ne sorte pas en salle, en fait, quoi. Et en tous les cas, pour l'instant, j'en suis toujours là. Peut-être que dans 10 ans, on en reparlera, mais je fais des films en plus qui demandent une attention particulière et où tout le travail des films est fait pour provoquer des sensations fortes aux spectateurs. Je sais qu'ils ne le ressentiront absolument pas en regardant le film sur un smartphone ou une tablette ou même à la télé, en fait, quoi. Et puis pour moi, le cinéma, de toute façon, c'est même dans la fabrication, mais dans la réception, le cinéma doit rester quelque chose de collectif. On n'a pas du tout les mêmes émotions quand on regarde un film à la télé que quand on le voit en salle. C'est clair et net, quoi. Donc, et ça, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Donc, et je crois pas du tout, moi, à la mort du cinéma, hein, pas du tout. Hein. Donc, mais c'est juste qu'il faut, là, on est dans une période de transition, comme quand Canal est arrivé, comme quand les cassettes vidéo sont arrivées, où à chaque fois on a crié que le cinéma allait mourir, et puis bon, il est toujours là et il se porte plutôt pas si mal, en fait, le cinéma, quoi. Donc, faut juste être vigilant sur ça. Sauf que là, Canal, pour le coup, c'était un groupe français. Les acteurs sont plutôt américains. C'est un système de financement qui est complètement différent. Ils sont en tension avec Hollywood. C'est pas pour rien. Ils arrivent il y a un bras de fer en ce moment. Est-ce que c'est encore la petite pointe française, la différence qu'on a toujours eue? Est-ce que ça va réussir à perdurer En tous les cas, les batailles qui sont menées aujourd'hui, c'est justement de ne pas perdre cette exception française, en fait. C'est-à-dire que qui veut dire quand même plein de choses. C'est pas rien. Enfin, y a la différence, par exemple, pour moi en tant que réalisateur et en tant que scénariste, si je fais un film avec Netflix, je leur cède mon œuvre pour tout le temps. Pour tout le temps, et personne d'autre ne pourra la diffuser que eux. Et ce qui veut dire, puisque c'est des contrats américains, c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout de droit d'auteur. C'est-à-dire que moi, quand je fais mes films, quand ils passent sur Canal, quand ils passent sur TF1, quand ils passent sur Arte et tout ça, ils ne sont jamais passés sur TF1, mais quand ils passent sur Arte, moi je touche de l'argent pour ça. C'est d'ailleurs ce qui me fait gagner le plus d'argent, en fait, quoi. Donc, et si je n'ai pas ça avec Netflix ou avec Amazon, ça, c'est un énorme problème quand même. Donc il faut absolument négocier très haut les contrats avant. Mais l'idée même, de toute façon, qu'un film de cinéma comme le prochain Scorsese qui arrive, ou le Cuarón et tout ça, ne pourront jamais être diffusés en salle, pose quand même une question, en fait. Il y a quand même quelque chose pour moi comme si c'était... une magie, en tous les cas, c'est pour moi. Pour moi, par exemple, si on prend l'exemple de Roma, qui a été vraiment le film qui symbolise quelque chose de l'ère Netflix, je trouve que c'est vraiment comme si c'était... c'est un film absolument magnifique et je suis extrêmement triste de l'avoir découvert chez moi, en fait, dans mon canapé, avec le téléphone qui sonne à côté, c'est comme si c'était un film prisonnier qui peut pas sortir, en fait. Je trouve que l'idée même, en fait, qu'un film ne pourra jamais être diffusé par quelqu'un d'autre, et que même pour faire si on voulait faire une rétrospective d'une œuvre d'un cinéaste et tout ça, si on faisait une rétrospective du coup de Scorsese, sûrement que dans cette rétrospective à la Cinémathèque ou dans des lieux où on aime aller, en fait, il y aurait peut-être pas ce film-là parce qu'il l'interdirait ou parce que ça serait trop compliqué. Et ça me paraît quand même assez dictatorial quand même. Mais voilà, après et en même temps, c'est aussi les acteurs qui ont le plus d'argent aujourd'hui. Donc c'est aussi en tous les cas, moi par exemple sur la série que je développe, une liberté de création qui est assez inouïe, en fait, quoi. Donc ça, je peux pas le dire. Non, je peux pas le dire. Ouais, non, je peux pas le dire. Ouais. Mais du coup, j'ai une liberté de création et des moyens pour mettre ça en place que je n'aurais jamais ailleurs. Donc, il faut aussi utiliser les choses qui sont à nos dispositions. Où est-ce qu'on peut voir, bien sûr, en cinéma? En fait, maintenant, là, on parle de films qui sont sortis depuis très longtemps. Donc, du coup, Irréprochable est sorti il y a 2 ans. Lors de la sortie est sorti maintenant il y a presque 1 an, en fait, quoi. Donc là, maintenant, on peut plus les voir, à part dans des festivals comme ça, quoi, de temps en temps. Après, maintenant, j'accompagne les films lors de la sortie parce qu'ils sortent dans plein de pays à l'étranger. Donc ça, c'est très gratifiant, c'est très intéressant et tout ça. Après, la rentabilité et la vie d'un film, elle
elle se termine pas du tout au bout de 6 mois en fait. C'est-à-dire que moi, Irréprochable est sorti, du coup ça avait bien marché, donc il y a Arte qui l'a diffusé, c'était pas du tout prévu, c'était de l'argent, ça a cartonné en audience, donc du coup d'autres chaînes le rachètent. C'est des choses en fait qui, quand on entend ces éternels débats sur le fait que les films français sont pas rentables, ça c'est bullshit. C'est-à-dire qu'on peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Il y a plein de films de toute façon qui ne coûtent rien, donc du coup en fait qui sont très rentables très vite, et des films qui sont plus chers et qui sont rentabilisés sur des années en fait, sur des années parce que d'un seul coup, si on prend l'exemple par exemple de Parasite, le film coréen qui a eu la Palme d'Or, moi c'est vraiment un réalisateur que j'aime éperdument et qui là fait un carton monumental, ce qui quand même nous remplit tous de joie. Et qui fait que ces premiers films, qui étaient déjà des très grands films, en fait, quoi, d'un seul coup, tout le monde a envie de les voir, en fait, quoi. Donc, en France, c'est partout. Enfin, Parasite, c'est-à-dire... Ah non, mais très très bien en France, mais il marche dans plein de pays. Et puis en Corée, il a fait 17 millions de spectateurs, quoi. Donc, non, le film, de toute façon, il est d'un seul coup, quand il y a une rencontre comme ça avec le public, à un moment précis, c'est vrai que les spectateurs ont envie, sont avides de découvrir l'œuvre d'un cinéaste. Donc ça, c'est des choses, une œuvre, c'est pas une carrière, une œuvre, en fait, elle se construit au fil des films. Et si j'avais un jour un grand succès populaire, que mes films d'un seul coup feraient de l'argent, enfin mes anciens films feraient de l'argent que la production récupérait. Donc c'est aussi des investissements à long terme, et c'est pas plus choquant que d'investir dans une maison qu'on rembourse pendant 25 ans et qui à un moment donné va enfin nous rapporter de l'argent. C'est pareil. Donc ça, c'est ces discours réactionnaires insupportables sur notre cinéma, surtout moi, ma plus grande fierté de faire du cinéma. Ah oui, non, mais le discours, de toute façon, moi, le grand bonheur que j'ai de faire des films, au-delà de pouvoir faire mes films, c'est quand même aussi d'embaucher 300 personnes sur un projet. Et ça, je veux dire, c'est des gens qui sont payés. C'est comme si on était à la tête d'une petite entreprise pendant un temps défini, mais pendant 1 an, je fais travailler des centaines de gens, et ça, c'est un truc hyper gratifiant aussi, quoi. Je vais y aller parce que ça va commencer la séance. Voilà. Sur ma frustration, je peux pas voir les films parce que je suis un gros naze, parce que je suis passé à côté, et je m'en excuse. Sur les films sont en streaming sur Apple, sur Canal+, sur TF1 VOD, enfin voilà, sur toutes les plateformes de VOD, et ils sont visibles, les films. Donc ça, vous pouvez les voir là. Voilà. Okay. Super, merci. Allez, c'est cool. À plus. Et c'est vrai que pour le coup, moi, j'étais pas du tout irréprochable. Je n'avais pas vu les films de Sébastien Marnier avant notre discussion. Pour tout vous raconter, ce déplacement s'est fait un peu dans la précipitation, et j'ai sauté dans le grand bain Fifi-Gros, et me voilà à Toulouse. Donc, encore grand merci à Sébastien Marnier pour sa gentillesse et sa disponibilité. Rien n'était prévu. Et vous pouvez retrouver ces films Irréprochable avec Marina Foïs et L'heure de la sortie, avec entre autres Laurent Lafitte et Emmanuel Berco, sur toutes les plateformes vidéo. Et comme le sujet de la folie n'est pas étranger à la création de Sébastien Marnier, sujet notamment abordé dans le film Irréprochable, je me permets de vous recommander le podcast Tam Tam, où j'ai pu discuter avec une personne bipolaire, et l'on apprend notamment son parcours, les traitements et la raison de sa volonté de rester anonyme. C'était Tam Tam, on repart directement vers d'autres interviews, d'autres rencontres. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes. C'était Tam Tam. À bientôt.